Bonjour et bienvenue dans cette, masterclass collaboration et version contrôle, dans Unreal. Donc je me permets de me présenter rapidement. Je m'appelle Corentin Guillaume, je suis un producteur français et un, développeur et professeur d'Unreal Engine, depuis plusieurs années. Ça fait 8 ans, que je suis dans, l'industrie du jeu vidéo. J'ai développé 8 plugins que j'ai vendus, sur Fab. J'ai en tant que producteur, sorti 9 jeux. Et j'ai travaillé au total sur bien plus de 25 projets, avec des budgets qui vont de 1 000 à 1 000 000 de dollars. Et depuis 2025, je suis un instructeur partenaire officiel, Unreal Engine. J'ai étudié, la gestion de projets de jeux vidéo et j'ai appris, par moi-même, le développement informatique. Après avoir passé quelque temps, dans les studios, j'ai commencé à, travailler dans ma propre société. J'adore développer, aider les autres et aussi, partager mon expérience et en apprendre, le plus possible, grâce à la communauté. Je vends des cours en ligne, sur mon site academy.cggames.com. Donc on va étudier un petit peu le sommaire de ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous aurez, les différents chapitres dans la description. On va commencer avec une petite introduction pour savoir ce qu'est le version contrôle en général. On va étudier un petit peu les corps concepts puisqu'il y a beaucoup, de termes et de concepts un petit peu compliqués à appréhender. Ensuite, on va parler, du teamwork et du système de branches, dans le version contrôle. Ensuite, on va regarder comment appliquer ça directement dans le moteur Unreal Engine. On va setup Git pour Unreal et enfin, je vais vous donner des tips, et des conseils sur le workflow à adopter pour les projets avec du version contrôle dans Unreal. Premier chapitre, l'introduction. Qu'est-ce que c'est le version contrôle? Il faut bien comprendre que c'est un service global qui sert dans l'informatique. C'est vraiment un système qui permet, de gérer les modifications, de projets de code, à travers le temps. Ça traque en fait toutes les modifications, qui les a fait, quand et pourquoi. C'est aussi un moyen de, centraliser et de stocker, l'historique d'un projet sous la forme, en général, d'une timeline. Il y a plusieurs architectures pour, faire du version contrôle. Il y a d'abord l'architecture Git. C'est vraiment optimisé pour des projets de code et des projets qui sont basés sur du texte, donc des scripts qu'on a écrits à la main, du web, du Python, du C++ et cetera. Il est extrêmement performant pour gérer, les fichiers qu'on peut lire nous-mêmes en tant qu'humains. C'est vraiment fait pour ça. Il va avoir un petit peu plus de mal avec, des, fichiers binaires qui sont beaucoup plus gros en termes de poids informatique. Donc quand je dis gros, c'est, plus de 1 MO, c'est un gros fichier informatique. La particularité de Git, c'est que chacun a la source du projet. Tout le monde a l'intégralité, du projet et l'historique, de ce projet. Ça commence gratuitement, c'est un logiciel open source et il y a des plateformes en supplément qui sont, construites sur cette technologie. Un deuxième standard de l'industrie, c'est Perforce et SVN. C'est vraiment optimisé pour, les projets de type asset heavy, c'est-à-dire des projets un petit peu comme des projets de jeux vidéo ou des projets Unreal, qui ont des fichiers binaires très lourds. Donc des fichiers binaires, ce sont des fichiers que l'humain ne peut pas lire, c'est des fichiers qui sont compressés et qui sont un petit peu «cryptés» entre guillemets. C'est vraiment idéal, Perforce et SVN, pour, les repositories, donc les projets qui ont un poids relativement lourd. La source est centralisée sur un serveur qui va maintenir, l'historique du projet et les clients, c'est-à-dire les développeurs, ou l'équipe, va, prendre l'historique du projet au fur et à mesure. Malheureusement, Perforce et SVN sont des technologies payantes uniquement. Pourquoi, se servir du version contrôle? Déjà, c'est important, de conserver votre travail, dans le cloud. Si jamais votre ordinateur fonctionne mal, vous aurez toujours accès à une version, de votre travail de manière décentralisée. C'est aussi important de maintenir une timeline de votre projet qui soit claire et un historique, c'est très important. On le verra par la suite. Vous pouvez aussi, si vous vous rendez compte qu'il y a un nouveau problème qui a émergé après une modification que vous avez faite il y a 15 jours, par exemple, vous pouvez revenir en arrière dans le temps et voir exactement ce qui s'est passé, pourquoi ça ne fonctionne plus, vous ou un coéquipier dans votre équipe. Vous pouvez, grâce à cet outil de versionning, étudier un petit peu les différents changements qui ont été faits,
essayer de remonter à la source des problèmes et surtout vérifier qui a fait quoi et qui a modifié quoi. C'est aussi très important que votre workflow, soit destructif. Ça fait partie du métier de développeur de détruire des choses pour mieux les reconstruire, et il faut pouvoir casser des choses sans avoir peur de casser. Et grâce aux versions contrôle, on peut casser des choses et revenir en arrière en tout temps, avoir la sérénité, de pouvoir reset et récupérer, hein, ce qu'on a cassé. On le verra plus tard, mais le système de branche permet aussi d'expérimenter sans aucun risque pour le produit final ou le jeu, sur lequel on est en train de travailler. C'est aussi l'une des seules façons, à ma connaissance, de travailler, et de collaborer sur un projet, software. C'est très important quand on travaille en équipe de mettre en place des process et des pipelines de production, et selon moi, le version contrôle est un indispensable pour tout projet, software ou, de jeux vidéo. Ça permet de donner une structure avec des règles, des standards et des best practices. Ça permet aussi de créer une sorte de, responsabilité, et de documenter presque automatiquement, les différents changements ou en tout cas de lister les changements très facilement. Et pour finir, le dernier avantage du version contrôle, c'est que c'est un petit peu du voyage dans le temps et c'est pour ça que c'est cool. Au niveau des corps concepts, c'est très important, il va falloir que je vous parle un petit peu de termes un petit peu barbares, parce qu'il y a des termes qui sont inévitables dans le version contrôle et il faut que je vous explique un petit peu le processus pour que vous puissiez comprendre comment l'utiliser et aussi, comment le réparer en cas de problème. Une petite note avant que je commence, je suis beaucoup plus expérimenté avec Git qu'avec Perforce et SVN. Donc je vais utiliser des termes qui sont issus de la terminologie Git, mais de manière d'un point de vue philosophique. Le fonctionnement de Perforce, de SVN, est relativement similaire. Dans quelques slides, vous aurez un tableau qui va vous résumer un petit peu les équivalences de noms et de mots dans chacun des logiciels. Mais philosophiquement, le concept est le même. Vous aurez toujours une espèce de zone dans le cloud, donc sur un serveur, et vous aurez toujours une zone locale, c'est-à-dire votre ordinateur, où votre version du projet va vivre. Pour travailler sur un projet, on va toujours prendre le projet qui existe sur le cloud et on va le pull ou le clone directement sur notre machine. Une fois qu'on a la version locale sur notre machine, on va pouvoir faire des modifications de notre projet, ajouter des nouvelles features, modifier des assets 3D, etc. Là, on arrive devant un problème, c'est-à-dire que on a sur notre version locale une version du projet qui est différente de la version qui est dans le cloud. Donc, il va falloir stage les changes, c'est-à-dire préparer une espèce de boîte où on va dire: «Je veux envoyer au serveur ce fichier, ce fichier et ce fichier». Ce sera ma liste de modifications que je vais envoyer. Une fois que j'ai préparé ma petite boîte avec toutes les modifications, je vais créer un commit avec un message de commit. Donc concrètement, je vais emballer ma boîte et je vais mettre un nom dessus pour dire ce que j'ai fait dans ce paquet de modifications. Une fois que c'est commit, il faut que je push pour envoyer la version modifiée de mon projet sur mon ordinateur vers le cloud, c'est-à-dire le remote. Et une fois que tout ça est fait, on peut recommencer la boucle. Donc ça, c'est vraiment la version très basique et où vous travaillez en solo. Mais on va pousser un petit peu le détail quand vous travaillez en équipe et quand vous travaillez sur plusieurs features en même temps. Avant de complexifier, ce concept, je veux réinsister une nouvelle fois, à l'écrit sur le processus et vous aurez accès à ce diaporama pour, réviser un petit peu en cas de doute. Donc, vous téléchargez le projet depuis le cloud, vous clonez si vous ne l'avez jamais téléchargé, vous le clonez et après vous allez pull le projet sur votre ordinateur. C'est très important de toujours pull avant de commencer à travailler pour vérifier que vous avez bien la nouvelle version et que vous êtes synchronisé avec le serveur. Vous travaillez localement sur votre ordinateur, vous faites des modifications. Maintenant, votre projet est différent du projet qu'il y a dans le cloud. Vous avez des edits qui sont unstaged, donc uniquement sur votre ordinateur. Vous voulez choisir ce que vous voulez envoyer au serveur, donc vous allez les stage. Donc vous pouvez stage ces fichiers, vous pouvez choisir de stage l'intégralité de ce que vous avez fait, ou vous pouvez choisir de stage uniquement des parties de ce que vous avez fait. On peut imaginer que vous avez modifié une centaine de lignes de code.
vous êtes absolument certain, des 50 premières lignes, vous pouvez envoyer que les 50 premières lignes de code. Même principe, si vous voulez envoyer 5 textures sur 10 par exemple, au serveur. Vous allez commit, vous allez sauvegarder un snapshot de vos modifications en leur donnant un nom, donc on va commit. Je vous conseille de, garder les commits avec le minimum de modifications possible. Il faut qu'ils soient vraiment focus sur, des features particulières. Ça permettra quand on a si on a un problème dans le futur, ça permettra de rendre l'enquête, beaucoup plus facile si vous avez une grande liste de commits avec une petite liste de modifications dans chacun des commits. Une fois que tout est prêt, vous pouvez push, c'est-à-dire envoyer au serveur toutes vos modifications. Et maintenant, votre équipe peut accéder à toutes les modifications que vous avez faites. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, vous avez accès à un tableau qui parle des différentes terminologies qu'il y a en fonction des logiciels. Je vous laisserai le consulter. Ou encore une fois, vous aurez le PDF dans la description et vous pourrez voir quels sont les différents termes que j'ai utilisés et comment ils se traduisent dans différents logiciels. Maintenant, on va parler un petit peu du teamwork avec le version contrôle. Donc, on va parler un petit peu de scénario de travail simultané entre deux développeurs. Comme d'habitude, vous avez toujours les zones du cloud et les zones du local, c'est-à-dire les ordinateurs de chacun des développeurs. Vous avez le projet qui existe dans le cloud. Le dev A télécharge le projet et le dev B télécharge le projet. Le dev A fait une modification à un object, par exemple l'objet 1, et le dev B fait des modifications sur un autre objet, l'objet 2. Maintenant, une fois qu'ils ont terminé de travailler sur leurs modifications, ils vont essayer d'envoyer leurs modifications au serveur. Vu que c'est deux objets différents, il n'y a aucun problème. On va pouvoir merge les deux versions du projet. Il n'y aura aucun conflit. En revanche, qu'est-ce qui se passe si, même scénario, on a deux développeurs qui travaillent sur le projet. Le développeur A fait une modification sur l'objet 1 et le développeur B fait lui aussi une modification sur quelque chose d'autre, mais sur le même objet 1. Et là, ils essaient tous les 2 d'envoyer au serveur un projet qui a un conflit, puisque le serveur ne va pas savoir détecter qui a raison. Il ne va pas décider si c'est le dev A ou le dev B qui a raison. Donc il va y avoir un conflit et il va falloir régler ce conflit. Le conflit est un processus tout à fait normal dans le développement. Il y a selon le framework que vous choisissez, il y a différents cas. Premier cas, c'est, des conflits de code. C'est relativement facile, de s'en occuper puisque vous pouvez lire le code et décider que je vais prendre, les 20 premières lignes du développeur A, par exemple, ou les 40 dernières lignes du développeur B et vous pouvez merge comme ça. Mais parfois, en fonction de la complexité et si les 2 développeurs ont modifié exactement la même chose de manière différente, vous allez devoir choisir entre l'une ou l'autre version et jeter du travail. Et il y a un autre cas de figure où on a des conflits sur des fichiers binaires. Donc par exemple des textures, des meshes. Là, c'est extrêmement compliqué puisque visuellement, vous, en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas lire les fichiers binaires. Donc là, si vous avez un fichier binaire sur une texture, par exemple, et que 2 artistes ont travaillé en simultané sur la même texture, vous devez choisir entre l'une ou l'autre des versions. Évidemment, c'est un cas de figure extrêmement fréquent dans le développement, donc les différents logiciels ont trouvé des parades, à ce problème. Pour Perforce et SVN, c'est un système de file locking, c'est-à-dire qu'un développeur ou un artiste va verrouiller un fichier pour l'intégralité de l'équipe. Et du coup, il y a que lui, qui pourra modifier ce fichier-là. S'il n'y a qu'une seule personne qui peut modifier un fichier, alors il n'y aura pas de conflit. Il y a aussi un système, de résolution de conflits intégré. En fonction des cas de figure, vous pouvez vous en servir. Il y a aussi, un système de branches, j'en parlerai juste après un petit peu plus dans le détail, qui permet d'isoler le travail. Pour Git, on a mis en place les développeurs en général qui utilisent Git ont mis en place un workflow avec des branches extrêmement strictes et des règles de travail. On a, nous aussi, dans Git, un système de résolution de conflits automatique ou manuel, mais optimisé. Je vais rentrer un petit peu dans le détail, sur les conflits et sur comment les éviter surtout, en vous parlant un petit peu du système de branches.
Le but d'un système de branches, c'est d'isoler le travail, d'éviter les conflits et de gérer un petit peu les cas de figure où on doit faire du développement en simultané. Souvent, on a une main branch, c'est celle qui est stable et production ready, c'est-à-dire que c'est la version qui, en tout temps, est prête à être distribuée. On a aussi des branches, de features, donc de fonctionnalités. Chaque branche est une fonctionnalité. On développe à chaque fois à partir de la main branch, on développe une nouvelle feature sur une branche de feature qui a en général le nom, de la fonctionnalité. Ça permet d'expérimenter de manière relativement sécurisée et de ne pas remettre en cause la stabilité de la main branch. On a aussi, des release branches. C'est souvent des branches qui sont dédiées, à la génération de versions pour le grand public, mais d'abord pour, le service QA, du studio et ensuite une fois que le QA a validé, la version, on peut la déployer. En cas de problème extrêmement urgent, on a aussi une hotfix branches. C'est une branche qui est issue de la release branch et on va essayer de directement patcher, des problèmes très urgents qui se passent sur la release branch. Évidemment, tout ce système de branches, nécessite qu'à un moment ou à un autre, on rassemble les branches, et donc ça, il va falloir merge et integrate. C'est en fait l'action, de prendre une branche et de la mixer avec une autre branche. Les principaux avantages du système, c'est qu'on peut travailler en parallèle sans jamais casser le projet principal. On peut aussi faire des tests et de la validation, des modifications de manière sécurisée avant l'intégration. Ça permet, comme je vous l'ai déjà dit, de garder un historique du projet organisé et clair de manière automatique. C'est très facile de filtrer en fonction des branches. Plus concrètement, je vais vous montrer comment ça fonctionne le système de branches. Ici, vous avez la branche master avec un système de numérotation. À chaque fois qu'on a une nouvelle version qui est générée ici sur la master, on a un nouveau numéro qui est incrémenté. Ce versionning va changer en fonction des studios où vous vous trouvez. Et à partir de la master, on va tirer une branche pour travailler sur quelque chose. En général, c'est la branche develop qui est la plus active. On peut penser à un jeu en live service où, une mise à jour de saison tous les 3 mois, par exemple, c'est ici la master et le quotidien de l'équipe qui travaille, ça se passe sur develop. Donc on travaille et on casse le jeu sur develop, mais on le répare avant de l'envoyer à master. À partir de develop, chacun des développeurs, chacun des artistes va travailler sur une nouvelle fonctionnalité. Donc là, il va créer une branche et il va travailler sur sa branche de fonctionnalité. Chacun des points que vous voyez ici, ce sont des commits, des modifications. Vous avez le développeur A qui est en train de travailler sur une fonctionnalité. Quelques jours plus tard, le développeur B est arrivé et travaille sur une nouvelle fonctionnalité. Vous avez ici la branche de son travail. Une fois que tout ça est fini, les 2 développeurs ont fait leurs modifications et sont prêts, à envoyer tout ça en production. Il va falloir merge la branche. Donc ce que vous voyez ici, c'est une démonstration où le développeur ici va pull et merge dans develop. On va vérifier que ce qu'il a fait ne cause pas de bug. Donc on va l'envoyer sur la branche release. Le service quality assurance va vérifier que tout va bien. Si tout va bien, on va pouvoir envoyer toutes ces modifications dans la branche master et générer un nouveau build pour le grand public. Une petite note, quand on veut merge quelque chose, dans une branche, develop ou master, on doit souvent faire ce qu'il s'appelle une PR, une pull request. C'est concrètement une demande en fait, quand on est développeur, on fait une demande en général à notre senior développeur, qui va nous dire: «Voici toute la liste des choses que j'ai modifiées, pourquoi et comment je les ai modifiées et est-ce que tu approuves le merge dans la branche, principale?» Ça, c'est le système de pull request qui est en place dans énormément de studios. Maintenant, on va parler un petit peu du version control spécifiquement dans Unreal Engine. Il y a un système de version control dans Unreal, il est basé sur Perforce. Perforce, c'est le système qui est utilisé par Epic et Fortnite, donc c'est tout à fait normal qu'il l'ait intégré directement dans l'éditeur. Si vous utilisez un autre système comme Git, par exemple, par défaut, ce n'est pas intégré dans le moteur.
Vous pouvez directement gérer, le versionning sans logiciel supplémentaire directement dans le moteur. Je vous ai mis un petit lien qui vous permettra d'avoir plus de détails. Et vous avez aussi un tutoriel officiel en suivant ce lien. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? C'est que Unreal va rajouter des icônes sur chacun des assets qui va dire au développeur ou à la développeuse si le fichier est disponible pour la modification, s'il a été changé, s'il a été verrouillé, s'il a besoin d'être mergé, etc. Donc c'est directement dans l'interface de votre moteur. Pour Git et en particulier GitHub, vous pouvez utiliser Git et GitHub pour faire le versionning de votre projet. Toutefois, il y a quelques petites nuances qu'il faut apporter. Tout d'abord, Git tout seul, c'est un système avec un invité de commande, donc il faut taper du code, pour envoyer des fichiers, recevoir des fichiers. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser un logiciel qui va gérer le Git. Donc c'est vraiment une surcouche sur Git. Vous avez évidemment le logiciel GitHub Desktop, qui est très simple, mais si vous avez besoin de fonctionnalités avancées, ça peut être relativement compliqué de l'utiliser. GitKraken, c'est un excellent logiciel que j'ai utilisé pendant très longtemps, qui permet vraiment de faire des fonctionnalités très avancées, et qui a une interface utilisateur extrêmement bonne, mais il est payant. Et enfin, vous avez mon petit préféré, Fork, qui est un excellent logiciel avec une évaluation gratuite, sans délai, sans limite de temps, mais que, théoriquement, vous devez payer, sur le long terme. Attention, si vous utilisez Git et GitHub pour Unreal, vous avez une limite de 99 MO. Si un fichier dépasse 99 MO, par défaut, vous ne pourrez pas l'envoyer à GitHub et à Git par extension. Quand est-ce que ça peut arriver, ce genre de choses? On peut prendre par exemple, une map open world, qui peut très, très, très rapidement dépasser les 100 MO. Par exemple, si on bake les shadows, à l'intérieur de la map. On peut aussi réfléchir à un modèle de véhicule ou de personnage, ou une texture en 4K qui peut très vite dépasser les 100 MO si c'est envoyé sur le serveur. Si vous devez absolument travailler avec Git, il y a toujours un moyen de passer outre, c'est de télécharger, d'installer, et de payer malheureusement pour Git LFS. Il y a une version démo gratuite, de Git LFS, mais voilà, malheureusement, c'est un add-on que vous devez ajouter. Une autre petite nuance qu'il faut ajouter, c'est que si vous faites un seul commit avec un fichier LFS, LFS est activé ad vitam aeternam, dans l'historique de votre projet. Le seul moyen de le désactiver, c'est, de supprimer ou d'archiver le projet. Donc voilà, il y a pas moyen de revenir en arrière. Par principe et par philosophie, le changement est dans l'historique de manière inchangeable. Si vous devez l'utiliser, je vous conseille de regarder l'outil que j'ai fait gratuitement, qui permet, de n'envoyer à GitLFS que les fichiers de plus de 100 MO. C'est un système de filtre automatique. C'est un petit outil gratuit que j'ai fait et qui est disponible en suivant le lien dans la description. Donc dans ce nouveau chapitre, nous allons apprendre à setup un projet GitHub, pour Unreal Engine avec le logiciel Fork et la plateforme GitHub. Donc ici, vous êtes sur, votre page GitHub. Moi, c'est ma page d'organisation, mais si c'est votre page personnelle, ça fonctionne très bien aussi. Vous allez cliquer sur ce bouton ici New. Vous allez donner un nom à votre repository, donc un nom à votre projet. On va l'appeler test Git. La description, si vous voulez la mettre. On va choisir la visibilité. Si c'est private, ce sera que vous et les collaborateurs que vous choisissez dans l'onglet Teams. Et si c'est public, tout le monde aura accès à votre source code. Je vais rester en private. Je ne vais pas mettre de README. Je vais ajouter un git ignore ici. Je vais sélectionner et je vais taper Unreal pour sélectionner le template Unreal Engine. C'est un très bon template qui a été fait par GitHub, mais il est un petit peu incomplet. On verra tout à l'heure comment ajouter des nouveaux dossiers au git ignore. Je vais pas mettre de licence et je vais pas demander de l'aide à copilote. Je vais cliquer sur Create Repository. Une fois que le repository est créé, j'ai accès à cette interface. Évidemment, pour l'instant, le projet est vide. Il y a uniquement le fichier gitignore à l'intérieur. On peut aller voir ce que contient ce gitignore. Vous voyez qu'il contient des patterns qui permettent d'ignorer tous les fichiers quelque chose.dll par exemple, ou tous les dossiers source art ou binaries, etc., etc. Si je retourne en arrière, je retourne dans code et ici, j'ai le petit bouton vert et je vais pouvoir copier-coller, ici le code qui est affiché. Je vais pouvoir le copier ici et maintenant je vais aller dans fork.
Pour rappel, moi, j'utilise Fork personnellement, mais vous pouvez utiliser n'importe quel, logiciel Git et vous pouvez aussi utiliser les lignes de commande. Moi, je vais vous montrer comment ça marche dans Fork, mais c'est à peu près la même chose dans tous les logiciels. D'abord, vous allez vérifier dans File, Accounts, que vous êtes bien connecté, que Fork et GitHub sont bien connectés ensemble pour qu'ils vérifient, que vous ayez les bons droits quand vous allez télécharger le projet. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer cette interface et on va faire File, Clone. Donc on va cloner le projet sur notre machine. Il a pris automatiquement ce que j'avais dans mon presse-papier. Si c'est pas le cas, vous pouvez coller ici l'adresse qu'on a copiée tout à l'heure. On va choisir un dossier ou mettre sur notre ordinateur le projet. Faites bien attention, le dossier doit être vide. Le dossier Unreal Project et le dossier test Git n'existent pas actuellement sur mon ordinateur. Il a absolument besoin pour cloner que le fichier soit vide. Si vous avez déjà un projet Unreal, qui existe sur votre ordinateur et que vous voulez ajouter Git a posteriori, c'est tout à fait possible, mais il faut pas que le dossier cible du clonage soit le même que le dossier de votre projet. Une fois que vous aurez cloné le projet vide, vous pourrez copier-coller dans ce dossier votre projet Unreal. Moi, pour l'instant, le projet n'existe pas, donc je peux faire clone. Là, il va télécharger tous les fichiers. En l'occurrence, ici, ce sera que le Gitignore. Donc là, je récupère le Gitignore avec l'initial commit qui a été fait automatiquement par GitHub puisqu'il a ajouté le fichier Gitignore qu'on a étudié tout à l'heure. Vous voyez ici qu'on a l'ajout de plein de lignes dans le fichier Gitignore. On sait que c'est un ajout puisque ce sont des lignes qui sont de couleur verte. Et on voit ici les différentes branches, avec les branches que j'ai sur mon ordinateur en local et les branches qu'il y a dans le remote. Automatiquement, GitHub va créer une branche main sur laquelle on va pouvoir push et pull. Une fois qu'on a fait ça, on va lancer Unreal. Une fois qu'Unreal est lancé, on va créer un nouveau projet, par exemple third person. On va le mettre dans Unreal Project et on va le mettre dans le dossier qu'on a cloné précédemment. Donc le dossier TestGit est ici, je peux le sélectionner et le nom du projet, ça va être TestGit. Ça peut aussi être TestGit, ça pose pas de souci, il va créer un sous-dossier à l'intérieur de TestGit. Donc on est arrivé dans notre projet Unreal. Ici, tout fonctionne comme d'habitude. Si on retourne dans Fork, on voit que pour l'instant rien ne se passe, mais qu'on a des changements locaux ici. Et là, vous avez l'intégralité des fichiers qui sont dans la partie Unstage, donc dans la partie pas encore prête à être envoyée au serveur, mais on va choisir ce qu'on veut envoyer. Donc là, typiquement, on peut envoyer le dossier config. Je vais cliquer sur le dossier et je vais cliquer sur Stage. Donc là, je veux envoyer au serveur le dossier config. On peut aller regarder un petit peu tout ce qu'il a fait et toutes les modifications qui ont été apportées. Donc là, évidemment, il y en a plein puisque j'ai créé un nouveau projet from scratch. On peut envoyer le dossier external actors puisque ça contient des fichiers qui sont uniques pour chacun des acteurs dans le niveau level third person. C'est le système one file per actor qui permet d'avoir moins de conflits. On le verra tout à l'heure. Donc ceux-là, on peut les stage et vouloir les envoyer au serveur. External object, c'est pareil, on peut l'envoyer. Content, on sait que c'est l'intégralité des objets qui sont dans notre projet. Donc on veut absolument envoyer le dossier content. Donc là, je l'ai envoyé dans la liste des modifications à stage. Le dérivé de data cache, vous voyez que là, par exemple, c'est un dossier qui ne sert à rien de envoyer au serveur. On veut absolument l'ignorer. Donc on va pouvoir faire un clic droit, ignore, ignore all files in derived data cache. Et ça, ce que ça va faire, ça va créer une nouvelle entrée dans le git ignore. On peut faire add to git ignore. Et vous voyez que le git ignore ici, il a été modifié. Ici, on a un fichier qui a été complètement ajouté puisqu'on a le gros bouton avec un plus vert avec des nouvelles lignes. Et ici, on peut voir que le git ignore, on a une nouvelle ligne qui a été ajoutée à partir de toutes les lignes précédentes. Donc on peut stage cette modification. Le You Project, on veut absolument l'envoyer puisque c'est le descriptor de notre project. Le dossier saved, on veut absolument pas l'envoyer puisque ce sont
les différents crash reports, les différents fichiers ini, locaux à notre machine. Donc on peut faire clic droit, ignore, all files, on add. Vous voyez que là, ça a été ajouté. On peut stage à nouveau cette modification pour la retrouver tout en bas dans la boîte des modifications qui sont stage. Là, on a les 2 dossiers. Intermediate, on peut aussi faire ignore all files et on stage. Une fois qu'on a stage uniquement les fichiers importants, on peut choisir un commit subject. Là, par exemple, ça va être le starting project. On va pas mettre de description. On va pouvoir, maintenant qu'on est sûr qu'on a envoyé uniquement ce qu'on voulait envoyer, on va pouvoir le commit. Et là, on enregistre, on fait un snapshot de notre projet pour le préparer à l'envoi sur le serveur. Vous voyez qu'ici, on a le détail. Voilà, tout a été commit. Il a listé l'intégralité des fichiers et je vais pouvoir le retrouver ici. Et là, attention, vous voyez que Starting Project a été commit et il est dans l'historique, mais il n'est pas encore sur le serveur. Vous voyez qu'il y a une petite flèche qui dit que ma version locale est un seul commit en avance par rapport à la version sur le serveur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer ce qu'il y a sur le serveur pour être sûr que personne n'a travaillé pendant qu'on travaillait. Donc, on fetch. Fetch, c'est récupérer l'état, mais sans télécharger les modifications. Everything is up to date. Vous voyez, c'est marqué ici. Donc maintenant, il n'y a pas une modification d'un collègue. Donc, on peut faire pull. Pull. On pull pour être toujours sûr qu'il n'y a pas une modification. Mais s'il y avait eu des modifications, on les aurait téléchargées. Et maintenant, on est prêt à push, c'est-à-dire envoyer le starting project sur le serveur. Donc, on va cliquer sur push et push. Donc là, il l'envoie, il upload tout le projet sur le cloud. Vous voyez qu'ici, j'ai eu un succès. J'ai uploadé mon fichier sur le cloud. Et maintenant, si je retourne dans Unreal, que je déplace un objet, même plusieurs objets, que je sauvegarde, vous allez voir que directement dans Fork, on a des local changes et grâce au système One File per Actor, on a uniquement ça qui a été modifié et pas toute la map, même si j'ai modifié la map et sauvegardé la map, l'asset de la map. Il est intelligent, il sait que j'ai uniquement bougé 2 objets. Maintenant que j'ai terminé mon level design, je peux stage mes modifications, nommer ce commit level design main map. Vous voyez, c'est ainsi qu'on fait vraiment un commit message qui soit compréhensible pour le nous du futur et nos collègues de travail. Maintenant que ça c'est suffisamment clair, on peut commit pull pour vérifier qu'il n'y a pas de modification sur le serveur. Vu que je suis tout seul à travailler, je sais qu'il n'y en a pas. Et maintenant, je peux push. Vous voyez maintenant que grâce à ça, à chaque modification, tout est sauvegardé sur le cloud et que vous pouvez revenir en arrière. Pour une petite démo, vous voyez que là, actuellement, mes 2 cylindres ici sont à une place différente. Je peux fermer Unreal. Donc là, je suis dans l'état actuel du projet avec les 2 cylindres qui ont été déplacés et j'ai aucun changement locaux. Et ben, comme par magie, si je fais un clic droit sur mon commit starting project et que je fais reset main to here, donc main, c'est le nom de notre branche. J'ai des choix ici, je peux faire soft, donc je vais garder toutes les modifications. Je peux faire mixed, où il va, garder les modifications, mais il va supprimer toutes les différences. Et je peux faire hard. Le hard va vraiment supprimer toutes les différences qu'il y a sur mon ordinateur et le va remettre dans l'état, que j'ai sélectionné. Je vais sélectionner hard et faire reset. Donc là, vous voyez que c'est en gras le starting project et que la flèche est dans l'autre sens. Ça veut dire que le serveur est en avance sur moi de un commit. Et si je relance Unreal Engine, on va voir ce qui se passe. Et voilà, je suis retourné dans le passé, je suis retourné à l'étape au moment dans l'histoire où, les cylindres n'étaient pas déplacés, et donc je peux maintenant, si c'était une erreur, retravailler là-dessus et revenir, dans le passé.
Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous a plu. On va continuer la présentation pour aller un petit peu plus dans le détail sur les différents tips et conseils que je peux vous donner. Maintenant, on va parler un petit peu du workflow, et de différents conseils que je peux vous donner, dans Unreal Engine. Tout d'abord, évidemment, il faut toujours pull avant de travailler. C'est très important de toujours être à jour avec la version, qui est sur le serveur. Il faut que vous fassiez un commit le plus souvent possible. L'idée, c'est pas de faire un commit tout à chaque changement, de ligne de code, mais qu'une fois que le thème sur lequel vous travaillez actuellement, le micro-thème sur lequel vous travaillez actuellement est fait, il faut commit et sauvegarder le plus souvent possible. Ce sera beaucoup plus simple pour les rollbacks et beaucoup plus simple pour celui qui va review votre code et vos modifications. C'est très important aussi d'avoir un commit message qui soit limpide, pour vos collègues de travail qui vont lire et qui doivent comprendre très rapidement qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi. Dans Unreal, il y a un système de gestion d'assets qui est un petit peu particulier, donc ne changez pas, et ne bougez pas des objets, de manière, légère. Ça a des lourdes conséquences puisque Git, voit ça comme un fichier qu'il va supprimer et un nouveau fichier qui a été créé. Donc ça peut créer plein de conflits et cetera, donc faites attention, ayez une structure de projet propre dès le début, comme ça vous n'aurez pas à bouger les objets au fur et à mesure. Évidemment, le moins vous envoyez de fichiers à Git, le mieux vous vous porterez dans le futur. Donc n'envoyez pas des fichiers qui ne servent à rien à votre équipe, à vous et à votre équipe. Donc pour ça, utilisez le git ignore. Tout le dossier binaries ne sert à rien pour Git. Il est auto-généré, quand l'utilisateur lance le projet, donc pas besoin de l'envoyer. Même principe pour Derived Data Cache. Ça doit être une version locale qui doit être sur l'ordinateur de l'utilisateur et pas envoyée sur le serveur. Pareil pour Intermediate. Toute la partie saved, c'est toutes vos save games, locales dans l'éditeur, les logs, les screenshots, tout est inclus dans saved, donc il y a pas besoin de les envoyer au serveur. Les fichiers build sont des fichiers auto-générés quand on crée un build, donc pas besoin de les envoyer au serveur et ils ne devraient pas rentrer dans, la liste des modifications. Si vous avez un dossier script, ça sert à rien de l'envoyer. Même principe pour tous les fichiers SLN, et tous les fichiers qui sont liés à votre IDE. Pas besoin de les envoyer, ils seront régénérés par l'utilisateur qui va clone le projet. Et enfin, le dossier VS qui est un cache de Visual Studio. Ça ne sert à rien de l'envoyer, ça doit rester sur votre machine en local. Même principe pour les logs, les PDB. Tout ça, ce sont des logs, qui, n'ont pas à être envoyés. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est de vraiment être très attentif à la modularité de votre développement. L'idée, c'est que vous fassiez des classes dédiées qui sont spécialisées à faire quelque chose au lieu de mettre des centaines de fonctionnalités dans un seul actor. Ça vous permettra d'éviter les conflits, puisque quand vous voudrez modifier une fonctionnalité, vous n'aurez pas besoin de modifier un actor et donc les centaines de fonctions qu'il y a à l'intérieur. Vous modifierez seulement les classes nécessaires. On peut aussi réfléchir en termes de game module. On peut séparer nos grosses briques de code, par exemple le gameplay, la UI, le networking dans des modules différents. Donc ça va augmenter la modularité et baisser l'interdépendance de votre code. Ça va créer des structures beaucoup plus claires et ça va créer des builds beaucoup plus rapides aussi. Ça va permettre à vos projets de grandir beaucoup plus facilement et comme d'habitude, de réduire le nombre de conflits. On peut aussi réfléchir à une notion fondamentale dans Unreal Engine, c'est les components et les actors components. Donc au lieu de mettre des centaines de lignes de code ou des centaines de visual scripting dans un seul actor, on va lui ajouter des components et quand on veut modifier une fonctionnalité, on change le component et pas l'actor. Ainsi, si vous travaillez en teamwork, tout le monde peut travailler sur un component sans avoir à modifier l'actor principal. Et enfin, un autre tips, c'est de travailler avec des child blueprints. Ça permet, de garder une architecture, qui permet la modularité et de ne modifier uniquement ce dont on a besoin. Ça permet aussi d'éviter les spaghetti blueprints, quand tout est dans une seule classe et dans un seul graphe. Ce que vous devez retenir de toute cette slide, c'est que si vous devez faire quelque chose, c'est vraiment diviser des grosses features, des grosses fonctionnalités dans des petites
pièces réutilisables. Ça vous provoquera moins de conflits, votre projet va mieux grandir et mieux vieillir et ça va faciliter le teamwork. Un autre tips, pour Unreal Engine, c'est que vous pouvez créer des niveaux et des sous-niveaux, directement dans le moteur. Ça vous permet, par exemple, de faire dans la persistant map, c'est-à-dire votre map principale de gameplay, on peut avoir des sous-levels avec la lighting map, la cliff map, gameplay actor map, spawner map, et cetera, et cetera. Ce qui permet que le lighting artist va uniquement modifier la lighting map et le développeur va travailler sur la gameplay actor map. Et tout ça, ça va vous permettre de séparer les fichiers binaires où vous avez fait des modifications et donc vous n'allez jamais avoir de conflit si vous respectez ce workflow. C'est vraiment un avantage de travailler avec cette technique si vous avez un petit peu des jeux corridors qui ne sont pas des open world. Malheureusement, ça vient avec son lot de problèmes. C'est-à-dire que si vous avez un acteur A dans un sub-level, et que vous avez un acteur B dans un autre sub-level, les 2 ne peuvent pas se référencer l'un et l'autre. C'est un petit peu 2 sous-mondes qui n'ont aucune connaissance les uns des autres. Vous devez aussi gérer l'architecture de niveau et de sous-niveau manuellement. Donc ça peut être un petit peu compliqué en travail en équipe. Et vous avez, si vous travaillez uniquement en visual scripting, vous avez un accès assez restreint, au fonctionnement, des niveaux et des sous-niveaux. Si vous voulez plus d'informations, vous avez un lien, vers la documentation officielle et vous avez des exemples ici sur ces GIFs où vous avez un persistent level et des sous-niveaux, et pensez bien, si vous vous servez de cette méthode, à changer la streaming méthode pour que ce soit toujours chargé ou chargé par Blueprint en fonction de vos besoins et de vos gameplays. Ici, vous avez un exemple d'un persistent level où on a mis les différents collectables dans un sous-level, les différentes îles dans un autre sous-level et chacun des développeurs peut travailler sur son sujet. Un autre tips, c'est qu'il faut faire très attention quand on travaille avec cette méthode avec le contexte. C'est-à-dire que si on va drag and drop, des blueprints dans le niveau, il faut faire bien attention au contexte qu'on a choisi. Donc il faut bien double-cliquer ou faire un clic droit, sur le niveau sur lequel on veut travailler et set le contexte. Vous avez aussi cette petite, fenêtre qui vous permet de changer le contexte, c'est-à-dire d'avoir la liste des niveaux et de choisir dans quel niveau vous allez drag and drop quelque chose. Un autre tips aussi, dans l'outliner, vous avez un bouton ici de settings et ce petit bouton ici vous permet de ne montrer que les objets qui sont dans le level actuel. Ça vous permet de voir très visuellement dans quel niveau vous êtes et de voir assez facilement si vous vous êtes trompé de niveau. Si vous mettez un blueprint de gameplay alors qu'il n'y a que des lights ici, vous allez voir très facilement que c'est pas du tout le bon niveau. Un autre tips qui est un peu un standard depuis UE5 maintenant, c'est de travailler avec le système one file per actor. Ça, c'est très utile dans les open world, par exemple, où, chacun des objets qui est dans un monde va être identifié par un seul et unique, fichier. Ça permet de pouvoir travailler à plusieurs sur la même map et si vous déplacez chacun un objet différent, il y aura 2 sous-objets que vous voyez ici qui vont être modifiés et donc il y aura beaucoup moins de conflits. Pour accéder à ça, pensez à aller dans la fenêtre World Settings et à vérifier que vous avez ce booléen d'activer Use External Actors. Et là, maintenant, dans Fork, vous allez voir qu'à chaque fois que vous déplacez un objet et que vous sauvegardez, vous aurez dans ce dossier External Actors, automatiquement, un petit fichier, toujours binaire, mais un fichier par objet qui va se mettre ici. Un autre conseil que je peux vous donner pour essayer d'éviter les conflits dans votre travail en équipe, c'est de travailler avec les level instances et les paquets de level blueprints. Vous avez une description ici de ce que sont chacun de ces éléments. On va aller directement dans Unreal Engine pour voir comment ça fonctionne. Donc de retour dans notre projet Test Unreal, on va commencer par créer une nouvelle level instance. Donc par exemple, on veut que, cette partie-là soit réutilisable, le plus souvent possible. On va rajouter un blueprint pour que la démonstration soit complète et pour que vous compreniez bien, ce qui se passe. Donc on va sélectionner tous nos acteurs, y compris le blueprint. On va faire un clic droit, level, create level instance. Donc là, on va créer un espèce de sous-niveau dans notre niveau. On va la renommer demi corner
Et donc là, vous voyez qu'il y a un nouveau level instance qui a été créé. Ici, j'ai un nouveau bouton qui s'affiche qui me permet d'éditer dans le contexte de mon sous-niveau. J'ai accès à nouveau à tous les éléments que j'ai merge tout à l'heure. Si je sors, j'ai plus accès aux demi. Mais il fonctionne toujours puisque c'est une sous-level instance et les objets sont inclus. Ce que je peux faire si je travaillais en équipe et que je ne voulais pas modifier cette scène principale, maintenant, je peux aller dans Content, ouvrir cette sous-scène. Alors vous remarquerez que les éléments sont ici, mais c'est tout noir. C'est tout simplement parce que il n'y a pas de lumière dans cette sous-scène. Donc je peux retourner dans ma scène principale et copier-coller les différents éléments de lighting qu'il y a ici. Je peux même prendre le dossier, CTRL-C, et dans mon demi-corner sous scène, je peux CTRL-V. La problématique qu'on a maintenant, si je sauvegarde ma sous scène demi-corner, c'est qu'on a potentiellement plusieurs lights et plusieurs directional lights dans notre niveau principal. Donc ça, on y a une petite astuce qu'on peut mettre en place. Dans demi-corner, je sélectionne tout mon dossier lighting et tous les éléments qu'il y a à l'intérieur et je cherche la propriété main world. Et là, je peux cocher is main world only. Ça nous permet d'avoir un lighting tout à fait cohérent sur notre sous-scène et qu'elle ne soit pas importée dans notre scène principale. Tout à l'heure, on avait une erreur dans la scène third person. Maintenant, si je sauvegarde, on n'a plus d'erreur et on n'a plus plusieurs lumières. Donc, je peux l'éditer ici dans la scène principale en cliquant sur Edit et je peux travailler sur ma scène à moi directement ici. Donc ça fonctionne très bien pour faire des sous-scènes, le nouveau système de sous-scènes. Si je retourne dans ma main scène, je peux aussi, pour rappel, dupliquer, plusieurs fois, cette level instance et si j'édite ici mon demi, que je le place ici et que je save, ça va update toutes les instances de ce sous-niveau. Donc potentiellement, je pourrais remplacer tous ces corners par ma sous-scène. Et là, on a une édition intelligente qui va update partout où il y a besoin. Et voilà. Maintenant, pour créer des paquets de level actor, on va sélectionner plusieurs mèches ici. On va prendre cette zone de départ. Les paquets de level actor ne peuvent pas prendre de blueprint. Donc ça, c'est uniquement valable pour optimiser des mèches qui sont utilisées plusieurs fois dans un bloc. Et ça va créer des instances. Je finis de sélectionner tout ça. Donc là, maintenant qu'on a sélectionné cette structure, on peut faire un clic droit, Level, Create Packed Level Actor. Donc là, il nous a demandé de créer un level comme précédemment, mais maintenant, il nous demande aussi de créer un BPP Center Structure. On va le faire. Donc là, on a cette nouvelle blueprint class qui a été créée. Et vous voyez que j'avais sélectionné des static mesh actor, mais il a créé des instances static mesh. Et si je vais ouvrir ma scène center structure, ici, je récupère tous mes static mesh actors. Mais lui, dans le BPP, il a créé des instances static mesh. C'est-à-dire qu'il a rassemblé toutes les meshs qui utilisent les mêmes matériaux et les mêmes static mesh, et il les a mis en un seul instance static mesh. Si on va un petit peu dans le détail ici, dans la catégorie instance, vous voyez qu'il y a 4 instances qui ont été créées et je peux les contrôler ici manuellement. Vous voyez? L'avantage de ça, c'est que sur la carte graphique, il va dessiner une seule fois ces 4 mèches en une seule fois. Alors que si, théoriquement ici, il va faire
le dessin, il va dessiner sur la carte graphique, il va donner des ordres de draw call, 4 fois. Donc là, c'est pas très optimisé puisque c'est 4 fois la même, mèche. Donc autant la dessiner qu'une seule fois dans des positions différentes et c'est là l'énorme avantage des instances statiques mesh et c'est pour ça que les paquets de level actor ne peuvent fonctionner qu'avec des static mesh actor et ensuite des static mesh des instances static mesh component. Donc ça, c'est extrêmement pratique et comme précédemment, je peux aller dans ma main scène et dupliquer ce paquet de level actor autant de fois que je veux, ça va se mettre à jour. Et comme précédemment, je peux éditer cet élément et ça va update directement sur toutes les instances qu'il a trouvées. Ça update l'autre instance qu'il y avait ici. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici. J'espère que cette petite masterclass sur le version contrôle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Vous pouvez ici retrouver, un lien, pour me contacter avec les différents canaux Discord, LinkedIn et cetera. Vous avez aussi un lien si vous êtes intéressé par mes cours, qui sont directement disponibles sur academy.cggames.com. Je vous ai aussi préparé, une toolbox pour Unreal, qui rassemble plein d'outils pour le C++, des outils du quotidien, que je laisse gratuitement à la communauté et enfin vous pouvez suivre le dernier lien pour voir les différents plugins et assets que j'ai fait pour fab.com. Je vous souhaite une très bonne journée et à plus.